Salut les amis, et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour la série 2, donc la dynamique. C'est une série qui est un petit peu plus compliquée que la cinématique, donc faut s'accrocher, mais ça va encore gentiment. La rotatoire, ça va être encore un petit cran plus grand, mais ça c'est la semaine prochaine, donc déjà on reste sur la dynamique. Je vous prends pas plus de temps et on y va directement pour la correction de la série 2. Alors, pour l'exercice 1, donc, on a un livre qui est posé sur une table plate et horizontale. Donc, on sous-entend que les livres ne bougent pas. Maintenant, est soumis à 4 forces. Donc, est-ce que les livres ils sont soumis à 4 forces? Enfin, le livre, pardon. Est-ce qu'il est soumis à 4 forces? Bah non, ça on sait par définition dans le cours qu'il n'y a que deux forces qui agissent sur les livres. C'est la force de pesanteur, aussi notée P, et la force normale, qui est en opposition à cette force de pesanteur. Parce que s'il y avait que la force P qui était sur les livres, eh ben, les livres ils bougeraient, parce qu'il y a, s'il y a des forces qui sont actives sur un objet, alors cet objet il est mis en accélération, par définition. Donc forcément on a une force normale qui s'oppose à la force de pesanteur des livres sur la table. Donc ça, les livres ils sont soumis à quatre forces? Non, il n'y a que deux forces qui agissent sur les livres si les livres ne bougent pas. Ensuite, B exerce une force sur la table de même intensité que le poids des livres. Alors ça oui, puisque les, les livres, ils exercent une force sur la table, donc c'est la force de pesanteur qui pousse la table, et puis cette force, elle est de même intensité que le poids du livre, parce que Fp, bah, c'est aussi égal à P, au vecteur P. D'accord? Ça, c'est le poids du livre. C'est aussi un vecteur force. Ça peut être un peu contre-intuitif, hein, parce qu'on se dit le poids, c'est des kilos, alors qu'en physique, non, le poids, c'est une réelle force. D'accord? Donc, ça, c'est vrai. C est immobile car aucune force ne s'exerce sur lui. Alors ça, les livres, oui, là, ils sont immobiles, puis ils sont posés sur la table, mais non, il y a des forces qui s'exercent sur les livres. Il y a la force de pesanteur et la force normale. Donc, la première partie est vraie, mais la deuxième partie est fausse, donc ça veut dire que cette proposition est fausse. C'est un petit peu piège. Et ensuite, la D est en équilibre car la somme des forces s'exerçant sur lui est nulle. Alors ça, c'est vrai, parce que on a cette force, on a cette force là. Si on l'additionne avec cette force-là, on additionne des vecteurs, eh ben on trouve que la somme des forces est nulle, puisqu'il y a celle-là qui s'annule avec celle-là, et ça veut dire que la somme des forces est nulle, et donc c'est en équilibre, ça ne bouge pas. Donc la D est vraie. Maintenant pour l'exercice 2, donc imaginons qu'on a un chariot plat, léger et monté sur des roues avec un frottement négligeable, donc comme j'ai symbolisé ici. Qu'arrive-t-il si on est debout sur le chariot et si on commence à marcher? Donc ça c'est vous, ok? Et puis on se demande qu'est-ce qui se passe si d'un coup vous partez dans cette direction-là. Si vous partez dans cette direction-là, et que à l'instant T0 vous êtes immobile, et que vous partez dans cette direction-là, c'est forcément que il y a une force qui vous a poussé dans cette direction-là. D'accord? Mais avec le principe d'action-réaction, s'il y a une force qui vous a poussé dans ce sens-là, c'est forcément que vous avez fait une force dans ce sens-là. Donc là, les pieds sur le chariot, ils font une force dans ce sens-là, mais le chariot sur les pieds, il fait une force résultante dans ce sens-là qui va pousser l'homme ici. Mais si l'homme il est poussé ici par une force qui le pousse ici, si nous on a poussé sur le chariot dans ce sens-là, le chariot il va partir de ce côté-là. D'accord? Donc, le chariot reste immobile. On peut le voir d'une autre manière aussi, c'est que donc le chariot, pardon, il reste pas immobile. La A elle est fausse, la B elle est fausse, la C elle est vraie. On va y revenir. On peut aussi voir les choses d'une autre manière. On s'imagine qu'on est nous sur un skateboard et d'un coup on avance vite en avant, très fort, très énergiquement. Eh ben, on se rend bien compte que la planche de skateboard va partir très vite vers l'arrière et nous on va aller un petit peu vers l'avant. D'accord? Donc ça, c'est comment résoudre ça de manière intuitive, de manière très rapide. Ça prend 10 secondes, même pas, ça prend 3 secondes dans la tête. Et déjà, les trois premières, on a pu y répondre. D'accord? Donc il reste immobile, non. On a vu qu'il partait vers l'arrière, sinon on part d'un côté. Il avance dans le même sens que vous, bah non. Si nous, on avance ici, lui, il va forcément aller dans l'autre sens. Il se déplace en sens opposé à vous. Eh ben oui, parce que si nous, voilà, bah, lui, il va de l'autre côté. La D, cela dépend de la force de frottement entre les roues et le sol. On pourrait se dire oui, c'est vrai, parce que s'il y a une très grande force de frottement, si la force de frottement statique, elle est très 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 grande, enfin la force de frottement statique maximale, pardon, si elle est très 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 grande, bah, on pourrait se dire que bah, nous on avance, puis le chariot pas. Sauf que dans la consigne, on dit bien que le frottement il est négligeable, donc la D elle est fausse. Mais par contre, s'ils n'avaient pas précisé ça, la D elle aurait pu être juste tout à fait. Et ensuite la E, aucune de ces réponses n'est juste. Bah non, parce que la C, elle est juste. Donc pour l'exercice 1, on va beaucoup utiliser la seconde loi de Newton. D'accord?
Donc je vais vous laisser le lire de votre côté, mais je vais le résumer en 2 phrases. On a une force F1 et une force F2 qui sont appliquées dans des directions opposées sur un menhir qui fait 100 kg. Ok, on néglige les forces de frottement, donc ça on n'en prend pas compte, et l'addition des 2 forces crée une accélération du menhir qui est égale à 1 mètre par seconde au carré. D'accord? Et on va essayer avec les différentes formules, de se dépatouiller pour trouver la réponse. Donc, la seconde de la Newton, c'est F égale M fois A. Okay, on peut se dire, par exemple, F total égale M fois A total. D'accord? Donc, F total, on ne la connaît pas, parce que ce sera l'addition de F1 plus F2. On peut aussi le définir, ça. F total égale F1 plus F2 vectoriellement. Et on sait que l'accélération, elle est de 1 mètre par seconde au carré. Et 1 mètre par seconde au carré, en fonction de ce référentiel, on sait que c'est dans ce sens-là. Parce que F1, qui est positif aussi, va dans ce sens-là. Donc l'accélération, comme ça fait que le menhir ira dans ce sens-là. Donc, on sait que l'accélération totale, elle est de 1 mètre par seconde au carré. Donc on a 1 fois m, et m, on le connaît. M, on le connaît, c'est 100 kg. D'accord? Donc on a 1 fois 100, c'est-à-dire 100. Ça, c'est la force totale subie par le menhir. Ok? Ce menhir, il subit une force de 100 newtons. 100 newtons, ce sera dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on a défini le côté positif comme dans ce sens-là. Ok? Et maintenant, on sait qu'il subit déjà une force de 400 newtons dans ce sens-là. Donc maintenant, il suffit d'appliquer une force de 300 newtons dans ce sens-là pour que l'addition de 400 plus moins 300, okay, parce qu'on prend les choses vectoriellement, et ben, ça nous donne 100. Vous êtes d'accord? Donc du coup, on sait que F2 vaudra 300 newtons et pas moins 300, parce que quand on a F2 comme ça, on ne prend pas le signe, si c'est négatif ou positif. Ça, c'est comme si c'était la valeur absolue. D'accord? Donc là, on a la réponse C. Alors, pour l'exercice 4, on a 2 ressorts suspendus côte à côte. Le premier a une longueur au repos de 12 cm et s'allonge jusqu'à 16 cm. Heureusement qu'il précise des ressorts. Et lorsqu'une masse y est suspendue de 0,8 kg. Le deuxième mesure 10 cm au repos et atteint 15 cm lorsqu'on y suspend une masse de 0,5 kg. On prend G égale 10 mètres par seconde au carré, on peut affirmer que. Donc là, ce qu'il faut avoir comme concept, c'est le concept de coefficient de raideur d'un ressort. C'est le moins K. Et ça, en fait, tout simplement, si on transforme cette équation, ça nous dit que le coefficient de raideur d'un ressort, c'est le rapport entre la force qui est appliquée sur le ressort et puis la distorsion qui s'effectue dans le ressort. D'accord? Donc, on a moins K, donc ça, c'est la raideur du ressort. Ça, c'est égal à la force appliquée divisé par la distance de déformation. D'accord? Donc, tout simplement, on a, dans le cas 1, un ressort qui s'allonge de 4 cm avec une charge de 0,8 kg. Donc, bon, on va mettre 8 newtons. Parce que, donc, quand on a... je vais vous expliquer. Donc, on a F égale M fois A. Ça, c'est la formule de base. Donc, on a ici l'accélération de pesanteur 10 mètres par seconde au carré. Donc, ici, on met égale 10 fois la masse de 0,8. Donc ça nous donne 8 newtons. Pardon. Donc 8 newtons. Donc ici on a 8 newtons divisé par 4 cm. Ok. Et puis le deuxième ressort, ça nous donne une distorsion, enfin un coefficient de distorsion, un coefficient de raideur de 5 newtons, parce que c'est 500 grammes, divisé par 5 cm. Ça, on a un rapport qui est égal à 1, et puis ça, on a un rapport qui est égal à 2. Très bien. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que le premier ressort a une raideur 2 fois plus grande que le deuxième? Voilà, tout simplement, intuitivement, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que il est plus raide, le ressort, donc qui se déforme moins facilement que l'autre. D'accord? Donc, lequel se déforme le plus facilement ici? On voit que le 1, il se déforme que de 4 cm avec une grande force. Et le 2, il se déforme de 5 cm avec une plus petite force. Donc ça veut dire que le 1, il a une raideur plus grande que le deuxième. Et 2 fois plus grande, puisqu'ici on a les coefficients. Donc le premier ressort a une raideur 2 fois plus grande que le deuxième. Ah oui, ça c'est vrai.
d'accord? Donc, c'est la A qui est vraie. On va regarder le reste. Le premier ressort a une raideur 1,5 fois plus grande que le deuxième. Bah non, du coup. Les deux ressorts ont la même raideur, et évidemment non. Le premier a une raideur 2 fois plus petite que le deuxième. Bah ça, c'est ce qu'on vient de voir, lequel avait la plus grande raideur. Et ensuite, la E, le premier ressort a une raideur 3 fois plus petite que le deuxième. Non, ça non plus. Donc, la 4 est le vrai. La 4, c'est la A qui est vraie. Alors, pour l'exercice 5, maintenant on s'intéresse à deux enfants qui se trouvent sur une luge posée sur une surface horizontale enneigée. Donc ça c'est la luge, il y a deux enfants qui sont dessus. Les coefficients de frottement statique et dynamique sont, donc ça c'est statique et ça c'est dynamique. La masse totale de la luge avec les enfants vaut 50 kg. Un parent commence à tirer horizontalement avec une force de 110 Newton, donc dans ce sens-là. Et un troisième enfant s'ajoute et du coup le poids total de la luge ce sera 74 kg. D'accord? Donc on va essayer de les prendre une par une, les questions. La question A. La force normale de la neige sur la luge vaut 740 newtons. Donc, pour calculer ça, en fait, il faut juste prendre le poids total, donc à partir de... Enfin, c'est à partir de là, ici, il veut dire que après que le troisième enfant se soit rajouté. Donc pour calculer la force normale de la luge sur la neige, en fait, la force normale, ce sera la force qui s'oppose à la force de pesanteur, d'accord? Et elle sera égale à la force de pesanteur. Donc, on peut dire que sa valeur, en newton, elle sera égale à la valeur de P, donc on va calculer P, et P, c'est égal à la masse fois l'accélération. D'accord? Et puis la masse, c'est 74, et puis l'accélération, c'est petit g, donc c'est 10 mètres. Ok? Donc ça fait 740 newtons. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. Donc la A, elle est vraie. Maintenant, pour la B, la force de frottement maximale vaut 148 newtons. Pour calculer ça, il faut voir, il faut calculer la force de frottement maximale statique, parce que la force de frottement maximale, elle sera toujours quand l'objet est statique, parce qu'autrement, l'autre coefficient est plus faible. Donc, on va calculer la force de frottement maximale statique, et pour calculer ça, c'est la force normale, donc on a trouvé 740 newtons, fois le coefficient, donc 0,2. Donc si on fait 0,2 fois 740, ça nous donne bien 148. Donc la B aussi elle est vraie. Maintenant, pour la C, on veut s'assurer que entre le moment où il n'y a que 2 enfants et le moment où il y a 3 enfants, avec dans les deux cas une force de 110 newtons, est-ce qu'il y a un changement dans la cinétique de la luge? Donc pour trouver ça, ce qu'on fait, c'est que on va calculer la force de frottement, okay, et on va la comparer à la force des parents. Si la force de frottement est supérieure à la force du parent, eh ben, il n'y a pas de mouvement de la luge. Tandis que si elle est inférieure, eh ben, il y a un mouvement de la luge. Donc quand il n'y a que 2 enfants, on va regarder si la luge bouge, donc si la force que fait le parent est supérieure à la force de frottement statique maximale. Donc pour calculer ça, on fait 0,2 fois 500, puisque ils font 50 kg et que la gravitation c'est que G c'est 10, donc ça fait 50 fois 10, ça fait que P c'est égal à 500. Donc la force de frottement dynamique maximale elle est de 0,2 fois 500, ce qui est égal à 100 newtons. Et comme 100 newtons, comme 100 newtons c'est plus petit que 110 newtons, alors la luge bouge. Parce que si cette force est plus grande que cette force, alors la luge, la résultante des deux forces pousse la luge dans ce sens-là. Donc, on sait que quand il y a 2 enfants, la luge, elle bouge. Maintenant, quand tu rajoutes un troisième enfant, le poids, il est plus de 50 kg, il est de 74 kg, 50 plus 24. Et du coup, 74 kg, ça fait que la force normale, elle est égale à 740, ok, plus 500, mais 740. Et si on refait le même calcul, eh ben, on voit que c'est égal à 111. Non. C'est égal à 0,2 fois 740, c'est égal à 148. Oups. 148, c'est la force qu'on avait trouvée ici, vous vous rappelez? Et du coup, 148, si on le compare aux 110 newtons que fait le parent dans ce sens-là, on voit que la force de frottement maximale, elle est plus grande que cette force, donc c'est-à-dire que cette force-là, elle serait égale à 110, puisque action-réaction, mais que jusqu'à une force ici de 148 newtons,
et ben, cette force-là, elle va compenser, et donc du coup, la luge ne bouge pas. Donc le parent, il peut tirer avec 148 newtons, la luge ne bougera pas. Par contre, à partir de 149 newtons, la luge bougera avec les 3 enfants dessus. Donc, est-ce que ça change entre la situation A où il y a que 50 kg de charge et la situation B où il y a 74 kg de charge? Eh bien, oui, ça change puisque quand on rajoute un troisième enfant, la luge ne bouge plus. Donc, celle-là, elle est fausse puisque ça disait la luge continue son mouvement sans changement. Or, il y a un changement. Maintenant, la D, la force de frottement subie par la luge vaut 110 newtons. Donc, donc là, on est toujours dans ce cadre-là. À partir de là, la luge elle subit une force de frottement de 110 newtons, bah oui, c'est ce que je vous ai expliqué, parce que la force de frottement, elle est toujours égale à la force que fait le parent, sauf si la force que fait le parent dépasse la force maximale de frottement. Et dans ce cas-là, c'est pas le cas, parce que la force maximale de frottement, elle est égale à 148 newtons, donc la force de frottement, donc c'est pas la force maximale de frottement, c'est bien différent, la force de frottement, elle sera égale à 110 newtons, d'accord? Parce que action 110 newtons dans ce sens-là, la force de frottement fait 110 newtons dans ce sens-là. Du coup, la luge ne bouge pas. Du coup, ça, c'est vrai. Maintenant, pour l'exercice 4, on a un objet d'une masse 10 kg qui est posé sur un plan incliné ayant un angle de 5,74 degrés. Donc ça fait 10 kg. Et cet angle ici, par rapport à l'horizontale, donc ça c'est la verticale, pardon, cet angle-là, eh ben, c'est 5,74 degrés. C'est le même que celui-là. D'accord? Le coefficient statique de frottement mu0 vaut 0,2 et l'axe x est parallèle au plan de l'axe y, qui est perpendiculaire à la surface inclinée. On prend g égale 10 mètres par seconde carré. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est x. Il est comme ça, donc il est parallèle au plan sur lequel est posé l'objet, et le plan y est perpendiculaire à ce même plan. Et on va les prendre une par une, les questions. Donc, la composante du poids suivant l'axe x vaut 10 newtons. Donc, ce qu'on cherche, en fait, c'est si on décompose cette force-là en deux forces, l'une sur l'axe x et l'autre sur l'axe y, et ben on va trouver quelque chose comme ça, ce sera la composante sur l'axe x, et ça, ce sera la composante sur l'axe y. Et nous, ce qu'on cherche, c'est cette petite flèche-là, parce qu'on cherche la composante de P sur l'axe x. Et pour trouver ça, il faut déjà trouver P. Okay, donc P, c'est égal à M fois G, on voit. Donc, on va le noter, P, c'est égal à la masse. La masse, c'est la masse de l'objet 10 kg, fois G, qui est égal à 10 mètres par seconde. Donc, c'est égal à 100. Donc, on a que P, ça, c'est égal à 100 newtons. Ok. Et à partir de là, ce qu'il faut trouver, c'est, avec de la trigonométrie, c'est ce petit vecteur. En fait, ce petit vecteur, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve aussi ici. Là, on a un triangle rectangle ici. Et ce petit vecteur ici, ça, c'est celui qu'on cherche. Et donc, pour résoudre ça, on fait juste de la bête trigonométrie. Donc, on a un angle ici, on a cette valeur ici qu'on connaît, et on cherche celle-là. Donc, pour trouver tout ça, hop, tac, pour trouver tout ça, on fait le sinus de 5,74 degrés, donc c'est l'angle ici. Ça, c'est égal à x sur l'hypoténuse, d'accord? Parce que x, c'est cette petite flèche. Et l'hypoténuse, on a vu que c'était 100. Donc, du coup, si on fait ça fois 100, on trouve x. Et en faisant ça, on trouve que x vaut 10. Donc, la réponse A, elle est juste. X vaut bien 10 newtons. Ensuite, la réponse B. La norme de la force normale vaut 99,5 newtons. Donc, maintenant, on s'intéresse à la force normale. La force normale, c'est celle que j'ai représentée ici selon l'axe Y. La force normale est toujours perpendiculaire au plan sur lequel est posé l'objet. Et pour trouver cette force-là, en fait, on sait que, comme dans l'exercice précédent, on a cette force ici qui est égale à l'inverse de cette force plus cette force. Okay, donc si on additionne ces deux forces, on va trouver une force ici qui sera égale à moins cette force ici. D'accord? Donc, on a juste à calculer cette force-là. Okay, ou alors, on peut aussi la calculer ici, puisqu'on cherche une norme. D'accord? Et cette norme, qui est ici, eh ben, elle est égale à cosinus. Donc, pour la trouver, on utilise le cosinus de 5,74. Et le cosinus, c'est le côté adjacent sur le côté hypoténuse. Donc, on cherche le côté adjacent ici, sur l'hypoténuse qu'on connaît.
Ok. Donc le côté adjacent, c'est, on va dire, y, sur toujours 100. Ok, donc maintenant, si on fait cos de 5,74 degrés fois 100, on va trouver y. Et y, c'est cette valeur ici. D'accord? Et donc j'efface un peu pour qu'on y voie clair. Ça, c'est égal à, vous pouvez vérifier, 99. Donc, pardon, y, c'est égal à 99,5 newtons. D'accord? Donc, on a bien la bonne réponse. Donc ça, vous pouvez vérifier hein, que cos de 5,74 fois 100, c'est égal à 99,5. Ça, je vous laisse vérifier de votre côté. Ensuite, maintenant, la C. La force de frottement statique maximale vaut 19,9 newtons. Donc pour trouver la force de frottement statique, ce qu'il faut faire, c'est le 0,2, donc le coefficient de frottement statique, d'accord, fois la force qui est exercée selon cet axe-là, selon Y. Okay, c'est la force qui applique l'objet directement sur la surface sur laquelle il est posé. Okay, donc on fait 0,2 fois ce qu'on vient de trouver, 99,5, parce que c'est toujours comme ça qu'il faut calculer, c'est la force normale, donc voilà, à l'objet, fois les 0,2, et ça nous donne bien 19,9 newtons. Et voilà, donc vous pouvez juste faire 99,5 fois 0,2, vous allez trouver 19,9. Et maintenant pour la D, l'objet glisse sur le plan incliné, et ben on voit que non, il glisse pas, parce que la force de frottement statique maximale, c'est la force jusqu'à laquelle l'objet va rester statique. Donc si on applique une force qui pousse l'objet, par exemple ici, et ben l'objet il va résister avec une force comme ça, qui sera égale à cette force, jusqu'à que cette force soit égale à 19,9 newtons. Si elle est égale à 20 newtons, et ben l'objet il va commencer à glisser gentiment. Parce que la force de frottement qu'il exercera ne sera pas suffisante pour pour contrecarrer la force qui le pousse vers le bas. Et donc du coup, est-ce que l'objet glisse sur le plan incliné? Bah non, parce qu'on voit que là, cette force, elle vaut 10 newtons, et la force, cette force-là vaut 10 newtons, et cette force-là de frottement, elle est égale au maximum à 19,9. Donc du coup, l'objet, il ne va pas bouger. Alors là, maintenant, l'exercice 7, c'est un exercice qui peut vous prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de chiffres, et puis vous pouvez un petit peu vous y perdre dans qu'est-ce qu'il faut calculer exactement, mais en fait, c'est très très simple et on va regarder ça ensemble. On considère un système de deux blocs reliés entre eux par un fil via une poulie. Voilà, voir le schéma. Le bloc 1 est posé sur une table rugueuse et le bloc 2 est suspendu. On suppose le fil tendu. La poulie transmet la tension de la corde et les forces T1 et T2 sont de même norme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement dans la poulie. Les blocs ne bougent pas, donc ça c'est très important, c'est à l'état immobile. Et leurs masses sont M1 égale 10 kg et M2 égale 5 kg. On fixe la pesanteur terrestre à 10 mètres par seconde au carré pour simplifier. Donc, là tout de suite ce qu'il faut se dire, c'est que si le bloc M1 ne bouge pas, c'est que la force de frottement, elle est supérieure, la force de frottement maximale statique, elle est supérieure à la force qui est appliquée par M2 sur M1. Donc, ça veut dire que là, on est soit à la force de frottement maximale, soit en dessous. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est la force que fait M2 sur M1, parce que cette force-là, ce sera aussi la force de frottement qu'il y aura là-dessous, et puis les deux vont s'annuler puisque le système est à l'arrêt. D'accord? Il n'y a pas de mouvement. Donc, tout simplement, il faut calculer la force que fait M2 sur M1. La force que fait M2 sur M1, c'est très simple, hein, c'est F égale M fois A, en l'occurrence M fois G, ici. Et donc, on a 5 kg fois 10 mètres par seconde, parce qu'ils ont simplifié, ça nous donne 50 newtons. Ok, très bien. Alors, c'est la réponse E. Donc voilà, il ne faut pas partir dans des calculs très complexes, des fois, il faut juste bien comprendre la consigne, et puis là, en 3 secondes, vous avez répondu au problème, c'est une bête multiplication, et puis c'est fini. Donc voilà, ça fait gagner pas mal de temps, et ça, c'est important pour l'examen de fin d'année. Ok, donc maintenant pour ce dernier exercice, on a un bloc de masse M 0,1 kg qui est posé sur un plan incliné. Donc voilà le plan incliné, avec un angle de θ égale 30 degrés. Donc c'est-à-dire que ici, on a 30 degrés parce que c'est par rapport à l'horizontale. Donc par rapport à l'horizontale, ici on a 30 degrés. D'accord? Et est retenu par un ressort de constante K égale 10 newtons par mètre. On voit le ressort ici. Et de longueur au repos L0 égale 15 cm. Donc c'est-à-dire que
de base, s'il n'y a pas de poids ici qui lui est appliqué, ce ressort-là, il fait 15 cm. Sauf que on imagine bien que cet objet-là, bah, il va exercer un poids sur le ressort. Hein. Parce que c'est pas dit, mais bon, il n'y a pas de frottement. Donc s'il n'y a pas de frottement, bah, il y aura une composante du poids de cet objet qui va être transférée dans ce sens-là. D'accord ? Et maintenant, il faut calculer la longueur du ressort lorsque le bloc est à l'équilibre. Voilà. On prend G égale 10 mètres par seconde au carré. Donc, première chose à faire, on regarde combien de newtons représente la force de pesanteur du bloc de masse M. Donc 0,1 fois 10 mètres par seconde, on commence à avoir l'habitude. Donc F égale M fois A, ici M fois G, d'accord ? Et ça nous donne 0,1 fois 10 égale à 1, d'accord ? Donc 1 newton. C'est-à-dire que cette force ici, elle est de 1 newton. Pardon, 1 newton. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, on a une flèche comme ça et une flèche comme ça. Ça, c'est toujours comme ça. On a, en fait, je vais zoomer sur le dessin. Quand vous avez une pente et puis vous devez trouver cette composante-là de la force de pesanteur d'un objet, eh ben, vous prenez cette force-là. Ici, il y a la force normale, enfin la force qui représente un peu la force de pesanteur, mais sur ce plan incliné. Et puis là, on a la force normale qui s'oppose à la force dans ce sens-là de l'objet sur la surface. Et maintenant, la force, entre guillemets, horizontale de l'objet par rapport à la pente, eh ben, elle se trouve avec toujours le triangle rectangle. En fait, on décompose cette force-là en cette force plus cette force. C'est exactement ce qu'on veut obtenir. Et là, on trouve que celle-là, elle est égale à, donc c'est justement ce qu'il faut chercher. Là, on sait qu'on a un angle de 30 degrés, d'accord ? Donc entre la pente et l'horizontale, on a un angle de 30 degrés. On sait que ces angles, celui-là c'est le petit, celui-là c'est le grand, celui-là c'est le petit du triangle noir, celui-là c'est le grand du triangle noir. Donc on sait que celui-là c'est le petit, celui-là c'est le grand, c'est les mêmes. Hein. Donc ici c'est 30 degrés. Là, logiquement, c'est 60, puisque 30 plus 60, ça fait 90, un angle à, ça fait 90, un angle à 90 degrés ici. 90. Et là, c'est la même chose. Là, on a un angle à 30 degrés. Là, on a un angle à 60 degrés. Donc, il nous suffit de prendre la formule sinus de 30 degrés, par exemple. D'accord ? Donc, sinus, ça c'est juste de la trigonométrie. Hein. Vous avez les formules à la fin du formulaire de physique. Donc, sinus de 30 degrés, c'est égal à, au côté opposé, sur le côté, sur l'hypoténuse, en fait. D'accord ? Parce que vous pouvez aussi vous rappeler, SOHCAHTOA, c'est S égale opposé sur hypoténuse. Donc, opposé, c'est celui qu'on cherche. Sur hypoténuse, on sait que c'est 1. D'accord ? Donc, on sait que sinus de 30 degrés, c'est égal à la longueur du côté opposé. Donc, la longueur en newton, puisque ici, on a pris l'unité en newton. Et ça, sinus de 30 degrés, ça nous donne 0,5. Donc on sait que le côté opposé, il vaut 0,5 newton. Ok, et maintenant c'est pas terminé parce que on voit ici que le ressort, il a une constante K de 10 newtons par mètre. C'est-à-dire que chaque 10 newtons qu'on lui applique, eh ben, il va se rétracter d'un mètre. D'accord ? Bon, là il fait 15 cm, donc on ne pourra pas lui appliquer 10 newtons. Mais ici, avec 0,5 newton, on sait que le ressort, il va se rétracter de 5 cm. Pourquoi ? Parce que 0,5, si on fait juste une règle de 3, on sait que 10 newtons, ça fait rétracter de 1 mètre. Et 0,5, on se demande, newton, ça fait rétracter de combien ? On fait une simple règle de 3, et on voit que ça fait 0,05 mètres. Et ça nous donne 5 cm. Et maintenant, on a la longueur au repos du ressort, 15 cm, si on lui applique un petit poids ici, il va forcément se comprimer un petit peu. Se comprimer un petit peu, ça veut dire qu'on doit retrancher ces 5 cm aux 15 cm initiaux du ressort. Donc on se retrouve avec une longueur totale du ressort de 10 cm. Donc c'est la réponse E. Voilà, cette deuxième vidéo de correction de physique est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu comme la semaine dernière. J'espère que ça vous aura apporté 2-3 petits trucs et astuces pour vous faire gagner du temps, puis pas perdre de temps dans certains détails et puis dans certains raisonnements qui au fait n'aboutissent à rien, qu'on a pu voir dans certains exercices de cette série. Voilà, et je suis aussi navré parce que je peux pas vous dire que cette vidéo est sortie puisque la OMG ne veut pas que je vous prévienne via WhatsApp.
qu'on vous fait ces aides. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est du temps que je prends pour faire en sorte que vous lâchiez pas la physique. C'est clair que ça vient de votre part, hein, si vous lâchez ou pas la physique, mais de pouvoir se raccrocher à deux trois petites aides comme ça en début d'année, je trouve que c'est assez important parce qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse en physique. Et malheureusement, voilà, je peux plus vous dire que ces vidéos sont sorties sur YouTube, sur le groupe WhatsApp, parce que l'AEMG ne veut pas. Je trouve vraiment ça dommage. Mais dans tous les cas, c'est comme ça, on va respecter. Et voilà, alors ne lâchez pas la physique, courage, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la série 3. Bye!